Tov. Bon. Vaishma Itro. Mashama Shmoaouba. Mashama Shmoaouba. Qu'est-ce qu'il a entendu et qu'est-ce qu'il a fait venir? L'ouverture de la mer Rouge et la guerre qu'on a eue face à Amalek. Question très simple. On va éviter les réponses. Question très simple. Pourquoi est-ce que c'est ça qu'il a fait venir? Qu'est-ce qu'il y a de si grandiose dans la traversée de la mer Rouge? Qu'est-ce qu'il y a de si grandiose dans la victoire qu'on a face à Amalek, sachant que on a eu plein de miracles avant ça. Donc pourquoi est-ce que c'est ça qu'il a fait venir? Even Ezra, il pose une question très simple. 1 200 000 hommes juifs, juifs et rêvraves, sortent d'Égypte. Combien d'Égyptiens viennent faire la guerre? Peut-être une centaine de milliers, peut-être. Et encore, on est très large, puisque dans le passage, il y a marqué Shesh Me'ot Rechev. Bon, imaginons qu'il y a plus. 1 200 000 face à je ne sais pas combien. On sait très bien qui est-ce qui a la victoire. Pourquoi est-ce que le peuple juif ne fait pas la guerre? C'est la question du Even Ezra. On précise que les Bnei Israël étaient armés, donc ils avaient la possibilité de faire la guerre. Répond le Even Ezra, soyez bien attaché sur votre chaise. Répond le Even Ezra, on avait un problème d'éthique. Parce que les Sachakol, pendant 200 ans, on a été gentiment hébergés par les Égyptiens. Et comme on a été hébergés par les Égyptiens, comme on a été hébergés par les Égyptiens pendant 200 ans, alors on a de la reconnaissance envers les Égyptiens. Ah voilà, c'est bon, je suis content. J'ai réussi à allumer les esprits. Alors je vais poser ta question. C'est comme si, aujourd'hui, je vois un Allemand dans la rue, et je lui dis, bon, vous étiez sympathique avec nous. On avait même des repas gratuits. Évidemment, ça ne veut rien dire. Comment est-ce qu'on peut avoir de la reconnaissance envers les Égyptiens? Pardon? Pourquoi ça va en hébreu? Ils ont quand même accueilli, ils ont quand même été accueillis là-bas. Il vote à gauche, celui-là, c'est pas possible. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, on a quand même été, on dit qu'il faut être incartonnant. Il faut essayer de comprendre. Je suis d'accord, c'est marqué, on va l'expliquer, mais ça ne veut pas dire pourquoi. Beaucoup de monde, il attend l'accord de Paro pour libérer son peuple. Et alors? Donc c'est qu'il y a quelque chose. La reconnaissance. Et tu ne me diras pas l'Égyptien, alors? Ah bon? Ouais, on parle de dire que le prochain. Mais tu renforces la question. Tu n'es pas en train de répondre, tu es en train de renforcer la question. On a été asservis pendant 200 ans, ils ont tué nos enfants, 300 enfants par jour. Ils se baignaient dans le sang de nos enfants pendant des années et par an. Ils disent non, bon, merci, vas-y, viens, attaque-nous, vas-y. Il y a un minimum d'incompréhension. Ouais, mais t'es pas sûr que ça soit d'eux, en fait. Alors ça, c'est la deuxième possibilité. Mais c'est pas ce qui est marqué dans le Even Ezra. Malgré ce qu'ils avaient vu comme... Je suis d'accord avec toi. Et en vérité, l'analyse du Even Ezra, elle est approuvée. Peut-être qu'un peuple d'esclaves qui vient de sortir, qui vient d'être libéré, il n'a pas la capacité de prendre des armes contre son ancien maître. Donc c'est au contraire, non pas un certain niveau d'éthique et de reconnaissance, c'est simplement des faibles. On peut comprendre. Mais on n'a pas cette capacité, ni physique, ni mentale. Ok, ça je peux l'entendre. Mais de me dire qu'il y a reconnaissance, ça je peux pas le comprendre. Non, donc leur idole, ils auront fait la chéta, ils ont pris peur d'eux. Non. Ok. La meilleure partie ou d'être égyptien. La meilleure partie Oui, quand ils l'ont donné à Goshen. C'était la partie la plus grasse, la plus... Ou d'être dans une position... C'est comme si je dis qu'il y a un juif qui habitait dans le 8e face à la Tour Eiffel avant la Shoah, et puis en fin de compte il a terminé à Drancy, bon il habitait quand même dans le 8e, hein. Non. En plus, ils leur ont pris leur richesse, donc ils sont forts. Il y a quelque chose de redondant. Niveau, ils sont pris. Ils l'auront fait comme je t'ai dit juste avant la Shoah. Alors ils n'ont pas de reconnaissance. S'ils les ont asséchés, ils n'ont plus aucune reconnaissance. Il n'y a plus de peur. Ok, on va essayer de prouver. Ils sont peut-être aussi dans un état d'esprit où on sort pas, on nous fait des miracles, Alors si tu as raison, le Even Ezra a tort. Moi ce que je vais expliquer c'est le Even Ezra. Non mais c'est possible. Mais c'est pas que je te dis que tu as tort. Pourquoi aller vers quelque chose d'incompréhensible et dire ils avaient de la reconnaissance? Explique simplement. Ils n'étaient pas capables, ils se sentaient pas prêts, etc. Mais toute l'histoire du peuple juif, elle est faite comme ça. C'est-à-dire Les Juifs ils sont accueillis à bras ouverts par toutes les nations, y compris par exemple l'Espagne de l'Inquisition. Avant qu'il y ait l'Inquisition, les Juifs ils étaient les plus heureux en Espagne. Ils ont relevé le niveau et la force. L'Espagne c'était une puissance. Et si les Espagnols étaient venus nous attaquer une semaine après qu'on est sorti, on n'allait pas se battre contre eux? Avec les Allemands c'est pareil, avec les Polonais c'est pareil, avec les Russes c'est pareil. Avec les Je suis d'accord, c'est pareil. ça répond pas à la question. C'est quelque chose qui revient systématiquement. Ça répond pas à la question. Ok, et si on était un peuple qui était sorti d'Espagne, et une semaine après qu'on est sorti d'Espagne, ils viennent nous faire la guerre, on va dire, on était très bien en Espagne, allez-y, massacrez-nous. Récupérez-nous. Mais non, c'est pas logique. J'ai pas compris la question. C'était à bloc, ils t'ont interdit.
Donc tu renforces la question. Donc la question est simple. Even Ezra vient déjà avec un truc qui est tiré par les cheveux. Il me dit on avait la reconnaissance, on ne prend pas la reconnaissance. Et puis vous avez donné 1001 possibilités. Non, ils n'ont pas fait la guerre parce que autre chose. D'où est-ce que le Even Ezra sait que c'était par un manque de par le fait qu'on avait la reconnaissance? Dit l'Octave Sofer, c'est justement l'association des deux. Parce que quelques jours après être sorti de la mer Rouge, qui est-ce qui vient faire la guerre contre le peuple juif? Amalek. Et Amalek, il vient avec toute sa force. Amalek, c'est l'Allemagne. Amalek, c'est l'organisation, c'est pas autre chose. Donc il vient faire la guerre, il s'organise pour faire la guerre dans le désert contre le peuple juif, c'est une organisation. On fait la guerre et on gagne. Ah, c'est plus des esclaves là. Ah, c'est plus des peureux là. Ah, ils sont capables de se battre. Alors pourquoi ils ne se sont pas battus? S'ils ne se sont pas battus, c'est qu'il y avait une raison autre que la peur. Quelle est cette raison? Je le Even Ezra, la reconnaissance. Je n'ai toujours pas expliqué quelle reconnaissance on doit avoir, mais nous explique le Even Ezra que le Octave Sofer, que l'association des deux faits, c'est-à-dire la traversée de la mer Rouge et la guerre, nous fait arriver à une conclusion très simple. S'ils n'ont pas fait la guerre contre les Égyptiens et ils l'ont fait contre Amalek, c'est qu'ils étaient capables de faire la guerre, mais qu'ils ont décidé de ne pas la faire. En d'autres termes, il y avait une raison. Quelle est cette raison? Akaratatov. C'est là qu'il faut expliquer. C'est là qu'il faut expliquer pourquoi est-ce qu'il y a Akaratatov. Pardon? Peut-être la Karatatov des débuts? C'est le premier. Non, peut-être que la Karatatov des débuts, c'est-à-dire qu'avant de devenir le paro à Cherloyen avec ce chef, c'était un peuple très puissant. Et qui leur a permis de prospérer. Tu as sûrement raison, mais c'est quand même très difficile à digérer. Parce qu'avant la Shoah en Allemagne, les Juifs étaient au pouvoir. On a de la reconnaissance envers l'Allemagne? Oui? Non, pas la même génération. Ça c'est simple parce qu'on se ment. C'est-à-dire quoi, pas la génération? Et mon grand-père, il a souffert, alors c'est bon, j'excuse. C'est-à-dire quoi? C'est pas moi qui ai souffert, alors c'est pas grave. C'est surtout le danger, quoi. Surtout le danger d'avoir un contact, Birklan. S'ils sont arrivés à un tel niveau de... Je sais pas comment définir ça. Il n'aura pas envoyé le peuple égyptien, il aura envoyé l'armée égyptienne. Comment dire, le bras armé de l'Égypte. Le bras armé de l'Égypte, oui, c'était la composante la plus forte. Mais ils étaient capables de se battre contre eux. Au contraire, les peuples, ils leur ont donné les cuillères en argent, les trucs. Ils se sont servis surtout. Ils se sont servis dans la caisse. Donc je vais essayer d'expliquer ce sentiment de reconnaissance. J'avais lu une histoire il y a quelques années qui m'avait taraudé, et en vérité c'est la même histoire. Il y a un sergent ou lieutenant, je ne me rappelle plus, de l'armée française juif, qui a été pris en captivité par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et De Gaulle a fait passer un message aux Allemands: si vous touchez à mon juif, je vais tuer tous vos gradés allemands dans les prisons. Et bien Bémet, il a été protégé, il n'a pas été tué. Mais les Allemands comme les Allemands, ils ont trouvé quand même le moyen de l'embêter. Ils le gardaient dans une cage, en plein milieu d'un camp. C'est-à-dire il était dans une cage, en plein milieu d'un camp. Et donc il était comme ça aux yeux de tout le monde, dans un courant d'air. Quand il avait besoin, il raconte, quand il avait besoin d'aller aux toilettes, c'est devant tout le monde, etc. Et à chaque fois qu'il y avait un soldat qui venait pour lui amener son repas, si on peut appeler ça un repas, avant de lui donner son plat, il crachait dedans. C'est un Allemand, quoi. C'est-à-dire, c'est pas choquant. C'est le maximum qu'il pouvait faire aussi. On a demandé à ce juif après la guerre: si tu rencontres ce soldat, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il n'a pas répondu comme un Marocain excité: je mets un gros coup de boule et après on discute. Il a dit: je remercierai. Pourquoi tu remercieras? J'ai de la reconnaissance envers lui. Parce que c'est grâce à lui que je suis vivant. C'est grâce à lui que je t'ai nourri tous les jours. Et donc on revient avec la même question. Encore une fois, reconnaissance. Bon, évidemment, c'est une personne qui a dit ça, on n'est pas obligé de le croire. Mais pourquoi est-ce que il y a ce sentiment de reconnaissance? J'aimerais expliquer le Inyan de la reconnaissance et le Inyan des Midot en général, et c'est ça le sujet. Ouah, je sais pas. On a l'impression que les Midot, c'est quelque chose qui est... Les Midot, c'est des traits de caractère. On a l'obligation de travailler ces traits de caractère. On a l'impression que c'est une obligation sociale. C'est-à-dire, puisque toi, tu vas être plus gentil, plus calme, plus agréable, moins radin, et moins jaloux, etc., eh ben, ça va permettre des liens, ça va permettre de vivre en société, ça va être plus agréable. Et donc, c'est l'intérêt de tout le monde, c'est win-win. Ben, tu vas, toi, plus être gentil, moi aussi, je vais être plus gentil. Et donc, c'est quelque chose qui va être un révar pour la société. Après, Friedlander était le mashgiach de Yeshivat Ponevezh, il a écrit le livre Siftei Chaim, que vous connaissez peut-être.
Et il était très malade à la fin de sa vie. Les médecins lui ont dit il te reste quelques jours, 10 jours, une semaine. Il est parti voir le Rav Shach, il lui a dit qu'est-ce que je fais pendant ces 2 semaines? Il a dit tu mets ta canémidot. Le gars, il est dans 2 semaines, il est plus là. Arrête de mettre ta canémidot. Si c'est un intérêt social, je vois pas l'intérêt d'être métakalémidot. Si c'est par rapport aux autres, il n'y a plus d'autres demain. Je suis plus là demain. Donc forcément, le Inyan des Midot, il n'est pas lié aux autres, c'est un travail intérieur. J'aimerais donner un exemple qu'on connaît tous. Moshe Rabbeinu a été mis sur le fleuve. Et puis, quelques années plus tard, 80 ans plus tard, Hachem a dit frappe le fleuve. Pourquoi faire pour le transformer en sang? Il dit ok, Aaron viens, frappe le fleuve. Après, il dit frappe le fleuve, comme ça il y a des grenouilles. Ouais, ok. Aaron vient, frappe. Frappe la terre. Il dit ouais, pas de problème. Aaron frappe. Pourquoi il ne le fait pas? Ils expliquent qu'il a fait parce qu'il a de la reconnaissance. Il a de la hakaratota envers le Nil qui ne l'a pas noyé. Il a de la hakaratota envers la terre qui n'a pas découvert le corps de l'Égyptien qu'il avait tué. Et c'est qui la terre? C'est qui le Nil? C'est comme si je dis à la chaise en me levant. Ah, ma petite, t'as dû supporter. Raza, hakaratota rabat, hein. Je vais avoir de la hakaratota envers quelque chose qui est de même, envers quelque chose qui ne ressent rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on doit développer un sentiment de reconnaissance envers quelque chose qui de toutes les façons ne ressent rien du tout? C'est inscrit chez Moshe Rabbeinu, c'est inscrit dans le peuple juif qui a de la reconnaissance envers les Égyptiens. Ça commence comme ça et après ça monte, non? C'est ça? Parce que c'est pas pour les autres. C'est pas par rapport. Non, je vais développer. C'est pas par rapport aux autres. J'aimerais expliquer comment est-ce qu'on arrive déjà à ce niveau-là. C'est juste le principe de la reconnaissance qui est important pour nous. Non, le principe de la reconnaissance, venez, on développe un petit peu pour la définition. Être reconnaissant dans le fond de l'idée, c'est de comprendre que tu n'es pas unique, que tu es dépendant, que tu as besoin, qu'un homme, n'importe lequel, depuis le jour de sa naissance, il est aidé par tout ce qui se passe autour. Et jusqu'à son décès, il est dépendant de tout ce qui se passe. Il est dépendant des routes, il est dépendant de l'électricité, il est dépendant de sa parnassa, il est dépendant des gens, il est dépendant de ses voisins, de sa femme, de ses enfants. On est 100% dépendant. Il n'y a rien qu'on peut faire seul. Rien. Maintenant, une personne qui arrive à avoir de la reconnaissance, c'est qu'il a déjà fait abstraction de son ego et qu'il voit ce qu'il reçoit. Donc s'il est capable de voir, mais j'ai profité de cette table, c'est super, merci. Évidemment, elle ressent rien. C'est pas par rapport à elle. C'est que toi, tu commences à réfléchir non pas en preneur, mais en donneur. T'es pas en train d'amortir. Tu vois que ce que tu profites dans ce que tu vis dans ce monde dépend à 100% des autres. Donc la reconnaissance, c'est une prise de conscience qu'on est à 100% dépendant. Pas Et donc, forcément vis-à-vis de Dieu alors. ça veut dire pas vis-à-vis de Dieu. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire vis-à-vis de Dieu? Non, c'est-à-dire que toi tu dis c'est une reconnaissance déjà pour soi-même. Parce qu'en général la reconnaissance Attends, c'est soit vis-à-vis d'un homme, soit vis-à-vis des gens. Ou vis-à-vis de tout. La reconnaissance, c'est envers tout. Envers tout, toute chose et tout le monde. C'est pas simplement un inyan de politesse de dire merci. C'est une mida de base, c'est pas une mida tova. C'est-à-dire que tu comprends que tu es 100% dépendant. À partir de ce moment-là, donc tu n'es plus unique, monsieur. Tu fais partie tu as un maillon dans la chaîne. Donc tu as repris ta place naturelle. Donc à partir du moment où tu as de la karatatov envers tout ce qui se passe, mais tu comprends où tu en es dans ta vie. Tu sais exactement que tu n'es pas Superman. Mais tu comprends qu'il y a certaines choses. Il n'y a rien que tu peux faire seul. Rien. Aujourd'hui, on est à 100% dépendant. On croit qu'on est indépendant. On est encore plus dépendant que ce qu'il y avait il y a 100 ans ou plus. Parce qu'on n'a pas l'habitude ni de cultiver, ni d'aller à la chasse pour attraper des animaux, ni de faire la chasse. Rien. On fait tout, on achète. Mais on est 100% dépendant d'un système. J'aimerais expliquer encore plus, un peu plus profondément ce Inyan des Midot. Et vous allez être choqués de l'histoire, mais elle est importante. Quelqu'un qui est parti voir Rabbi Eliashiv, il lui dit voilà, on m'a proposé une fille. Et moi, c'est marqué que quand on te propose une fille, Yvdok be'achea, c'est-à-dire vérifie les frères. Vérifie qu'est-ce qu'ils sont les frères, c'est comme ça qu'elle sera ta femme. Il dit on m'a proposé une fille, elle est super et tout. Ses frères, ils sont très bien, ils ont des bonnes midot, mais c'est pas des gens qui étudient la Torah. Alors il a dit si c'est comme ça, ils ont pas de bonnes midot. Il dit oui, je vous dis qu'ils ont des bonnes midot. Non. Si tu n'étudies pas la Torah, tu n'as pas de bonnes midot. Quel choc. Ouais, c'est choquant. Surtout pour ceux qui croient avoir des bonnes manières et ils font ils galvaudent entre eux les bonnes manières et les bonnes midot. C'est ça que je vais expliquer. Le Inyan des midot, c'est pas quelque chose de social. C'est une transformation intérieure. C'est pas par rapport aux autres. C'est par rapport à soi. Je vais donner un exemple. Je vais prendre un exemple. L'Otachmod, Parashat Shavua, le Pa'et Shem. Ok.
Comment est-ce que je peux ne pas être jaloux? Lui, Baruch Hashem, je vois chez lui, c'est magnifique, c'est ci, c'est ça. Sa voiture, sa maison, sa femme, ses enfants, tout est parfait. Comment est-ce que je peux ne pas être jaloux? Alors Galinsky disait que, il racontait de dernier machin, il disait comme ça. Imaginez, pardon? Il faut lui savoir plus, c'est tout, c'est pas. C'est possible, il y a des choses que tu peux pas changer. C'est que. Et quand t'es tunisien, c'est pour la vie, il n'y a rien à faire. Donc, non mais justement, ce qu'il disait avant ces trucs, la Torah est une. Mais Kitsour, deux voitures qui roulent l'une à côté de l'autre. L'une c'est une Mercedes pimpante neuve avec, je sais pas moi, des jantes de folie, vitres teintées, etc. Et l'autre c'est, il faut la pousser pour rouler. Elle a des vitres crasseuses, la clim ne marche pas. Elle va toutes les 2 semaines au garage, on fait la catastrophe. Et puis comme ça, elle s'arrête à chaque feu rouge. Et puis à un moment, celui qui est dans la Mercedes, il ouvre la vitre. Il appuie même pas sur le bouton, il ouvre-toi et la vitre, elle danse, elle s'ouvre en chantant. Et l'autre, il voit ça, il est en train de descendre la vitre, il galère, il sent la clim de l'autre. Et puis le gars, il lui dit, vous voulez qu'on échange de voiture? C'est le rêve, quoi. Ah ouais, bien sûr. Il ouvre la porte et il voit que le gars, il n'a pas de jambes. Le gars de la Mercedes, il n'a pas de jambes. Dia Afganiski a marqué l'autre Tachmod, Kol Asher Lerecha. Tu vois quelque chose, toi, tu vois une image, tu vois quelque chose, mais tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas quels sont les problèmes. Chacun, il a son problème. Tu veux être jaloux, mais tu veux prendre tout le package, tu es prêt à le prendre, ok. Bon, c'est facile de le dire, c'est facile. Je dis le Beth Alevi, je vais vous approfondir un petit peu cette approche pour ne pas être jaloux, non pas pour ne pas exprimer sa jalousie, pour ne pas ressentir la jalousie. Je dis Beth Alevi, imaginez une guêpe qui tourne autour de vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va être comme ça. On va essayer d'enlever la guêpe. Et puis il y a un lion qui arrive. Et la guêpe, on s'en fout. On n'y pense même plus. Dis le Beth Alevi, si tu as de la Yirat Shamayim, tu as la vraie crainte du ciel. Tu vois rien d'autre qu'Hachem. Shiviti Hachem, le Ligditamid. Tu vois ni sa Mercedes, ni rien. Tu vois rien du tout. Ce que tu vois, c'est Hachem. Donc c'est pas simplement que extérieurement, tu ne vas pas exprimer ta jalousie, parce que depuis que tu es petit, ta mère, elle te dit, il ne faut pas être jaloux, faut pas être jaloux, faut pas être jaloux. Ok, on l'a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? On ne va pas exprimer de jalousie. Mais est-ce que intérieurement, ça ne va pas bouillonner? Et pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi moi, je ne suis pas comme ça? Et pourquoi? Ça, c'est possible qu'à travers la Yirat Shamayim. C'est ce que Rav Eliashiv a dit. On ne peut avoir des bonnes midotes que par l'étude de la Torah. C'est quoi ta question? Pourquoi la Hira? Pourquoi la Hira? Et quoi d'autre? Pourquoi pas la Emouna, le Bitachon, croire en Dieu? Tout ça, ça gravite autour de la même chose. La Emouna et le Bitachon, t'as la Hira. La Hira, t'as la Emouna. C'est la même chose. Je vais simplement dire des synonymes, c'est pareil. Ou l'amour, Auto d'abord. En Shumbaya. Auto d'abord. En tous les cas, le Inyan, donc, de Midot, comme je l'explique, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. On peut apprendre que c'est un danger de s'énerver. On peut apprendre que c'est pas bien d'être radin. On peut le comprendre et on va se conduire en société par rapport à ces normes. Ah ben quand on est entre copains, bon ben y a pas le choix. Une fois c'est toi qui vas payer le resto. Ah ouais. T'arrives pas. Ah. Mais bon, la prochaine fois tu seras pas invité. Bon bah t'as pas le choix. Ah il est sympa, il est pas radin. Mais si il est radin. Sauf qu'il a pas le choix. Donc c'est simplement par rapport aux autres. Il s'énerve pas parce que c'est honteux, etc. Mais quand le gars il a plus honte de personne, d'accord? Il a plus honte de personne. Ben il va exprimer. Il va exprimer son casse. Donc il y a ce qu'on a travaillé pour ne pas, surtout pas montrer ce qu'on est vraiment. Ça, c'est pas des midotes. Ça, c'est des bonnes manières. Les midotes, c'est comment se transformer à l'intérieur. Et ça, c'est seulement quand il y a une présence divine. Il y a quand même un travail qui est fait, je regrette. Il y a quand même un travail qui est fait. J'ai pas dit qu'il faut être un animal. Évidemment que c'est déjà mieux. Il vaut mieux vivre en société, dans une société, il vaut mieux vivre dans Paris 16e qu'en Saint-Denis, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. On peut le dire. Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Je ne dis pas que les bonnes manières, c'est pas bien. Si c'est grâce à ça que tu vas passer à l'étape d'après, tu ne vas pas t'arrêter là. Il n'y a pas de problème de dire que les bonnes manières, c'est bien. Parce qu'il a peur d'un honnête. Beaucoup de fois, il dit merci, mais les bébarous. Le vrai modalisme, c'est faire. Mais ce merci qu'on était franc quand on est arrivé en Israël et qu'on était choqué que les Israéliens ne savaient pas le dire. C'est un merci vite. Par contre, le merci israélien, c'est un vrai merci parce qu'il te dit une fois par 100 ans. Mais au moins, il est vrai. Non mais Chalet, il est vrai.
Je dis pas qui a raison. On vit avec des codes de société. On doit les accepter, on doit les appliquer. Mais c'est pas ça les bonnes midotes. Qui te permet de dire que c'est pas les vraies midotes? Qui te permet de dire que l'un empêche l'autre? Pourquoi tu poses des questions comme ça? Ça, c'est pas des bonnes midotes. Moi, j'ai pas vu les Quand on dit c'est quoi cette histoire Non, mais quand tu vas dans et où la famille il a dit puisque tu dis pas la Torah, chez nous on n'arrête pas de mettre des barrières et des barrières entre les familles, entre les gens, entre les groupes et moi je vois pas le judaïsme de cette manière. Alors, c'est pour ça que je viens proposer. C'est pour ça que je viens proposer quelque chose. Ayons des bonnes midotes. Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Et pourquoi, en écoutant cette fille, les frères de cette fille, ils se mettent pas à étudier la Torah à ce moment-là? C'est marqué dans la Gemara. Vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? On fait quoi avec ce qui est marqué dans la Gemara? C'est l'expression du judaïsme, la Gemara. Henri, c'est son cœur qui parle, c'est comme ça, on peut pas leur dire. Non, non, mais c'est son cœur, il est d'accord. Comment on dit derrière Eretz Kadma la Torah. Est-ce que c'est les bonnes manières ou les barrières? C'est la question. Les deux. Mais David, il a résumé ça en une phrase. Je te souhaite d'avoir 10% des midotes de Jean de Bébrac. Mais je parle pas que de ça. Maintenant, ce que David a résumé en une phrase. Les bonnes manières, c'est pas un défaut. C'est le début de. Il y a un travail qui est fourni. Quand tu es respectable des autres, quand tu fais pas de bruit, quand tu dis merci, quand tu dis bonjour, quand tu dis au revoir, quand tu souris. Tout ça, c'est un début. Mais ne pas s'arrêter là. D'accord, mais si t'as pas ça, si t'as pas ça. Ça dépend pour qui. Ça dépend, non, mais ça dépend pour qui. Il y en a pour qui c'est normal. Il y en a qui ont reçu une bonne éducation. Mais si t'as pas de bonne Et il y manière, en a pour qui c'est plus difficile. C'est vrai que c'est un préalable. Mais qui a décidé les bonnes manières? Qui a décidé? Quelle société? Quelle société? Mais non. Voiture à droite, roule à gauche. Mais pourquoi tu respectes le feu de rouge? quelle C'est un code sociétal. viens, on va au fond du sujet. Viens, on va. L'amour du prochain, c'est après L'amour du prochain. Maintenant, Bidiouk. Vous savez quoi, Bidiouk? On va prendre cet exemple. Quand le Rav Eliashiv dit qu'on ne peut pas avoir de bonnes notes si on n'étudie pas de Torah. Je vais donner un exemple. Un enfant qui est turbulent. Ok? Un enfant qui est turbulent. Et le prof, il appelle tous les jours les parents. Votre fils, c'est une plaie en classe. Ok? Un jour, le prof, il appelle le papa et il dit écoute, ton fils, il s'est moqué de quelqu'un. Et là, le père, il vient, il massacre son gosse. Pas forcément avec des coups, il engueule devant tout le monde. Makara, ça fait 6 mois que je t'appelle. Il a dit écoute, c'est une plaie en classe, c'est normal, c'est l'âge. Mais se moquer des autres, ça, je suis pas d'accord. Maintenant, est-ce qu'il a raison ou pas? On peut en parler pendant des heures. D'accord? Parce que peut-être que déranger les autres en classe aussi, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. On peut en parler des heures. Mais on a une conduite d'une personne qui est décidée, qui est réfléchie, qui est basée sur quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Est-ce que moi, je vais me baser sur l'éthique internationale? Même pas dans les rêves. Même pas dans les rêves. Parce que c'est faux. C'est sheker. Maintenant, est-ce que je vais faire quelque chose qui va à l'encontre et qui va blesser quelqu'un? Est-ce que, puisque c'est pas marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de se nettoyer le nez devant les autres, je vais pas le faire? Je vais le faire? Évidemment que non. Pourquoi tu veux que je le fasse? Si ça va te blesser. Mais ça, c'est pas les bonnes midotes. C'est le début. C'est un petit peu. C'est quelque chose. C'est un point de départ. Le plus peut le moins, les là. Non. Tu commences non. par le début. Qui peut le moins, peut-être pourra le plus. Pas plus que ça. Mais tu commences, il y a des bases. Non, mais c'est pas Ah, pourquoi j'entends rien? Là, on l'a fait à l'envers. C'est quoi le DRRS? Voilà, explique-moi ce que j'appelle le DRRS alors. Déjà, c'est pas de poser des questions sans fin. C'est pas de poser des questions sans fin. Ce père qui va taper son fils, c'est. J'ai pas dit taper. Hein. Moralement ou physiquement. J'ai pas dit forcément taper. C'est lui le responsable. C'est parce que c'est lui qui n'a pas su lui donner l'éducation qu'il fallait. Alors, il est en train de le faire, l'éducation, c'est pas vrai. Il devrait se taper lui-même. Il y a Khaled qui l'a fait aussi. Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de dire à son fils. Et il est en train de dire quelque chose de vrai. Un enfant qui est turbulent, c'est pas un défaut. Mais un enfant qui se moque de quelqu'un, là c'est un défaut. Si c'est un père qui refait une remarque à son fils à chaque fois, il voulait faire la sieste, il a fait du bruit, chaque chose, il fait des remarques. Ok, bon, c'est un père qui fait que des remarques. Mais s'il prend des découdottes, quand il se moque de quelqu'un, quand il dit la chanara, quand il va, je sais pas moi, s'enorgueillir sur quelqu'un, là il fait des remarques, c'est qu'il a une échelle de valeur qui est basée sur la Torah. Le DRRS, pour venir à ta question, c'est déjà de pas regarder son téléphone en peinture. Je filme en même temps. Parti rapide. Le bon point, il en vient.
Millions public. Donc, maintenant, vous comprenez qu'il y a une erreur, peut-être que j'ai mal présenté les choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on a le droit de faire ce qu'on veut en société. Je suis en train de dire que le fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut en société, c'est pas les midotovot. C'est quelque chose qui nous fait croire qu'on a des bonnes midot. Non, pas forcément, pas seulement. C'est parce qu'on a une conduite extérieure, on n'a rien transformé à l'intérieur. On est les mêmes, sauf qu'en société, on est différents. La fameuse histoire qu'on a dans la chambre des lords anglais, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, et vous étiez tous assis à un anniversaire. Exactement. Et donc là, ils sont tous comme ça. Et puis, coupure d'électricité, on entend un hurlement. La lumière revient, il y a une main sur la dernière part de gâteau et 40 fourchettes dans la main. Mais c'est vrai partout, on peut prendre des exemples. Mais c'est vrai partout, sauf qu'un vrai Baal Midot, il n'est pas comme ça. La première. Mais encore une fois, tu vas ok, tu prends quelqu'un qui est qui essaie d'être dans le derrière, d'accord, qui a un habit particulier, ok. Ben, je suis désolé, quand tu les vois se comporter dans la rue, en voiture ou dans la règle de vie quotidienne. C'est qui l'est. Non, mais ceux qui tuent tous les jours. Les noirs. Voilà, les noirs. T'as bien compris. Les immigrés. Tu vois ce que je veux dire? T'as très bien compris. Donc, Non, tu comprends ce que je veux dire? C'est un décalage. Il y a un vrai décalage. donc, il est 10h, je termine et après je te réponds, ok? Après, je te frappe. Je t'attends à la sortie. C'est trop simple. Donc, Allez, on va se finir. je suis obligé de terminer. David, On est au moins encore pour 20 minutes. Combien de temps j'ai? Vas-y, t'as 10 minutes. Non, je vais le faire en 5 minutes. Je vais expliquer pourquoi est-ce que le Indian des Midot, c'est une transformation intérieure. Je l'ai déjà dit sur Yesod, j'imagine que je l'ai dit aussi, ici aussi. Le Olam Haba et le Olam Hazeh, le Gehinam et le Gan Eden, c'est pas deux endroits différents. C'est pas qu'il y a un endroit bien et l'autre moins bien. C'est le même endroit. Sauf qu'il y a des gens qui vont adorer, il y a des gens qui vont pas supporter. Imaginez, je vous invite à partir de demain à venir habiter à Bnei-Brak. Hein, et je te rentre avec la redingote et je t'invite à étudier toute la journée dans un Beth Midrash de Chassidim. Ça sent l'oignon. Il parle en yiddish. Stam pour t'exciter. Et donc voilà. Et même la prononciation, tu comprends rien du tout. Et je te dis voilà, t'en as là pour 6 mois. T'es foutu quoi. Exactement, c'est 6 mois ferme. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas pas supporter. C'est comme si je t'envoie dans une université en Inde où tu vas avoir des cours en chinois pour apprendre la reproduction des poissons dans le pôle Nord. T'es mort, t'es foutu, il n'y a rien à faire. Et ben c'est pareil. Le monde, le Olam Haba, c'est un monde spirituel. Maintenant, comment est-ce que tu vas être compatible? Comment est-ce que tu vas être en connexion? Ah, c'est un problème de Wi-Fi. C'est foutu, d'accord? Plus t'es spirituel, plus t'es compatible. Moins t'es spirituel, moins t'es compatible. On a demandé une fois à Rav Shach, c'est quoi le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est un standard avec une Gemara, les Darim, un Rashba. Ah, super. C'est quoi le Gehinam? La lumière s'éteint. C'est-à-dire, c'est le même endroit, mais on a un problème de connexion. Un homme qui n'est pas spirituel ne peut pas être connecté. Un homme qui est spirituel va être connecté. Et en vérité, l'homme, Maneshama, elle vient avec un certain niveau de qualité et un certain niveau de défaut. Spirituel, ça veut dire quoi? On va spirituel. Oui, mais ça se travaille. Attends, c'est ce que je suis en train de dire. Le travail des midot, c'est une transformation intérieure. C'est-à-dire que maintenant, tu as la partie, là, le problème, tu sais, de l'endroit où tu veux rentrer la clé USB qui ne marche pas, tu es en train de l'arranger. Tu es en train de l'arranger. C'est ça que tu es en train de faire. Quand tu travailles tes midot, tu es en train d'arranger cet endroit. Plus tu vas l'arranger, plus tu vas être connecté. Donc les midot, c'est forcément un travail intérieur. C'est pas ne pas exprimer mon casse. C'est pas ne pas exprimer ma jalousie. C'est ne pas être jaloux et ne pas avoir de casse. Un message, c'est utopique. Non. Si tu as de la Yirat Shamaim, c'est quelque chose qui va se transformer à l'intérieur. Si tu as seulement de la vraie Yirat Shamaim, tu vas être capable de transformer tes midot. C'est ce qu'Abraham Avinu a dit. Il n'y a pas de Yirat Shamaim ici. Vaharaguni. Ils sont capables de me tuer parce qu'il n'y a pas de Yirat Shamaim. Tu exagères, ça va, qu'est-ce qu'il y a? Pas de Yirat Shamaim. Il y a plein de gens, il y a plein de gens qui n'ont pas de crainte de Dieu et c'est des gens très bien. Oui, c'est des gens bons, c'est pas des gens bien. C'est pas de la vraie Yirat Shamaim, tu sais pas où ça va. La vraie Yirat Shamaim, tu peux savoir où ça va. Donc, ce que je veux dire, le message il est très simple. Les midot, c'est un travail intérieur. C'est pas simplement dire, c'est aussi
Ça commence par nos enfants, on va les éduquer à des midotes, mais ça va être quelque chose d'extérieur. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, réponds de cette manière, ne sois pas insolent, etc. etc. Mais ça, c'est le point de départ. Il ne faut pas s'arrêter là. C'est qu'un début. C'est pas une finalité. Donc, si on veut vraiment se travailler intérieurement au niveau des midotes, on a le choix qu'à travers l'étude de la Torah et qu'à travers les Yirat Shamayim. Oui, maintenant, je peux répondre à ta question. Pour éviter des problèmes de couper.